Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sidonie. Alors Sidonie, je vais te donner la parole pour te présenter, mais avant, j'ai un petit mot pour nos auditeurs. Donc, vous voyez de nouvelles vidéos arriver. On essaye cette année, bonne résolution 2025, de se tenir à un rythme de minimum une vidéo par mois. Donc, ça veut dire chaque mois organiser et recevoir des invités de qualité, ce qui n'est pas toujours évident puisque aujourd'hui, notamment, je t'ai pas mal couru après pour pouvoir t'avoir sur le podcast. De ce fait, c'est une vraie mobilisation pour moi et pour l'équipe qui est avec moi. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker cette vidéo, éventuellement pour la partager autour de vous. L'idée toujours de ce podcast, c'est de recevoir des gens qui ont un parcours qui est intéressant à partager parce qu'ils apportent de la valeur autour d'eux, soit parce qu'ils sont entrepreneurs et ils créent des choses qui changent la vie des gens, c'est ce que font les entrepreneurs, soit parce qu'ils ont une action, soit politique, soit économique, soit sociale, notamment évidemment dans le microcosme au bois, si je puis dire, mais j'espère cette année qu'on va pouvoir s'étendre au-delà des frontières de l'Aube et puis recevoir des invités qui ont, eux, une certaine notoriété nationale. Voilà, donc c'est pour ça que je compte sur vous, sur les abonnés. Aujourd'hui, on est à 80% d'auditeurs qui ne sont pas abonnés. C'est-à-dire, ils regardent les vidéos, mais Abonnez-vous. ils ont pas liké. Merci, merci, merci. Abonnez-vous, voilà, cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater à l'avenir et mettez un pouce bleu, ça aide le référencement, ça aide à être vu. Et puis je compterai sur toi aussi pour partager voilà, l'interview de qualité que tu vas que tu vas me permettre de faire. Je vais essayer en tout cas. Voilà, donc Sidonie, aujourd'hui je te reçois, on est presque voisins à Troyes, donc vers la gare. Ça fait plusieurs années que je connais ton activité. Avant toute chose, Sidonie, est-ce que tu peux te présenter et dire qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? Oui, alors bonjour, j'ai 38 ans, je suis troyenne et je suis maintenant cofondatrice et coordinatrice du Rucher Créatif après un parcours où j'ai absolument voulu quitter Troyes après avoir eu mon bac et c'était pas du tout dans le projet de vie de revenir m'installer ici. Et puis après moi j'ai eu un parcours assez classique de prépa d'école de commerce et j'ai travaillé dans des grands groupes en agroalimentaire, grande distribution à Lille et à Paris. Et puis, en quête de sens, vraiment dans mon travail et dans ma vie, en quête d'une responsabilité quand même plus sociale, sociétale et écologique. En 2015, j'ai décidé de quitter le groupe dans lequel je travaillais, hein. Donc, je travaillais pour des chewing-gums, donc c'était vraiment Ah oui. assez loin de ce que je voulais porter comme valeur dans ma vie. Avec mon mari, on a voyagé 1 an autour du monde. Et puis quand on est rentré en France, on est repassé voir les parents à Troyes. Et puis c'est vraiment à ce moment-là, en 2016, du coup, qu'on s'est rendu compte que cette ville était super chouette, facile à vivre, à proximité de Paris, donc on y était aussi beaucoup. Et puis vraiment avec une qualité de vie agréable. Il faut quand même se dire qu'on a failli déposer nos valises à Sydney pendant notre tour du monde. Et qu'on est revenu à Troyes en se disant bah, on se donne quelques semaines, quelques mois pour savoir où on repart parce qu'il n'était toujours pas question de rester là au moment où on est revenu en 2016. Et puis, en fait, on s'est vraiment aperçu que les rencontres qu'on a faites et le territoire voilà, nous ont convaincus de rester ici. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, voilà, issu d'un parcours commercial, j'ai vraiment envie d'aider les entrepreneurs, entrepreneuses passionnés de leur sujet, mais pas du tout passionnés de commercial à développer leur projet. Puis j'ai travaillé là-dessus pendant quelques mois. Et puis un matin, on a cherché un coworking avec mon mari qu'on n'a jamais trouvé. Et on s'est dit, c'est quand même pas possible que dans cette ville, quand même d'une taille moyenne, il n'y ait pas un endroit où on puisse se retrouver pour travailler, mais pas que, mais aussi pour se sociabiliser, partager des questions, des contacts, des galères et des joies. Et donc c'est à partir de ce moment-là que moi je me suis mise en mode porteuse de projet pour créer un projet de tiers-lieu qui c'est plus large qu'un coworking. Le coworking, c'est vraiment la notion de travailler ensemble, alors les uns à côté des autres, chacun sa structure, chacun son projet. Là, le projet de tiers-lieu, il est vraiment plus large, il est vraiment dans le fait de se dire on est dans un lieu où on a des espaces de travail, mais aussi des espaces de vie. On est là à la fois pour se sociabiliser, avoir un impact sur le territoire et travailler, hein, mais chacun vient pour ses propres besoins. Certains viennent travailler, certains viennent se cultiver, certains viennent manger, certaines viennent manger. Et puis ça se fait au même endroit, et puis parfois il y a des besoins qui se croisent. Donc ce lieu a été fondé par toi? Alors ce lieu, moi j'avais ce projet, et puis en fait au fur et à mesure j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient un projet, donc le projet il est vraiment collectif.
On s'est rencontrés en 2017 avec notamment Dominique Ménien, Gilles Burissek et Marie Tornel. Et on a cofondé ce projet ensemble en 2017 en se disant on va quand même déjà tenter et expérimenter. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des longues études de marché, réfléchir, poser un concept trop longtemps, en 3 mois, on avait écrit le projet, on a trouvé un lieu. Alors un lieu vacant depuis longtemps, parce que c'est aussi un sujet à Troyes. Hein, c'est comment on fait pour redynamiser. Notamment nous, notre objectif, c'était d'être en centre-ville, de ramener de l'activité en centre-ville. Donc on a trouvé un local qui était vide depuis longtemps et on a pendant 3 mois testé le projet, testé le concept et en fait ça a pris tout de suite. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à ce moment-là, parler de coworking, de décloisonner, de travailler ensemble sur différents sujets, c'était assez novateur en 2017. Juste avant le Covid, finalement. Ouais, alors on a eu la chance d'avoir 2 ans et demi avant le Covid qui nous a permis vraiment de bien se développer. Et surtout, on a tout de suite voilà, ouvert nos portes, créé des événements, expliqué, fait visiter. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi notre succès du rucher créatif, c'est montrer qu'en fait, travailler les uns à côté des autres, quand on fait des métiers différents, ou même quand on fait le même métier, c'est possible et c'est même vraiment positif parce que, on n'est pas seul à la maison. Même si à 3, on a potentiellement de la place pour avoir un bureau à la maison, mais oui, voilà. Les mètres carrés coûtent moins cher que dans les métropoles que tu as citées, Paris-Lille. La qualité de vie est plus facile à obtenir, on va dire. C'est ça. Mais en fait, travailler tout seul chez soi, qu'on ait un bureau ou la table du salon, c'est encore pire, mais c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, rester concentré, motivé, et puis Avec parfois. les enfants au milieu. Exactement. Et puis parfois, on a des questions en fait qui sont pro, comment je fixe mon prix, par exemple. C'est souvent un sujet qui revient. Mais on peut avoir des sujets aussi un peu plus perso, c'est-à-dire que comment je choisis ma mutuelle, comment je choisis ma prévoyance. Comment j'y pense d'ailleurs, parfois on ne pense pas quand on crée Comment son je me projet. finance. Ouais, exactement. Et puis après, des sujets un peu. On a eu aussi des personnes qui arrivaient sur le territoire. Comment je trouve une garde d'enfants, une école intéressante. Où est-ce que etc. je vais me loger. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet. Il est là dans un lieu social et un lieu autour des transitions, de se parler aussi du vivre ensemble, des évolutions dans le monde du travail, notamment tout ce qui est numérique, et puis d'écologie, de faire soi-même, de circuits courts, etc. Do it yourself. Ouais, et puis voilà, d'économie circulaire. Hein, c'est à la fois on se parle d'activités personnelles, mais aussi de sujets professionnels et économiques. Donc il y a plein de choses qui existaient déjà sur le territoire aussi, et on les fait au même endroit, et ça crée vraiment des contacts et des rencontres très intéressantes. Bon, je suis pas surpris d'entendre que quand tu étais juste sorti d'études, tu voulais quitter la ville, parce que c'est vrai que souvent les jeunes, c'est cette impression de dire il se passe rien à Troyes. En tout cas, pour moi en tant que jeune, j'ai pas assez d'événements, et notamment de vie nocturne, etc. Et puis quand on prend un petit peu maturité et qu'on a notamment une famille, on apprend à apprécier la ville pour la qualité de vie, pour l'accessibilité aux infrastructures, le réseau qu'on peut se faire assez facilement, parce que c'est un village plus qu'une ville d'un point de vue relationnel en tout cas, avec ce que ça apporte, on va dire, de capacité à tout de suite aller toucher les bons interlocuteurs, et puis aussi ce que ça apporte de risque, dans le sens où tu fais ta notoriété et tu la défais aussi très vite, donc tu as intérêt à faire attention à qui tu es et à ce que tu fais, ce qui finalement est pas plus mal, puisque ça permet de pointer très rapidement du doigt les gens qui font les choses dans le bon sens, et à l'inverse, ceux qui délivrent pas leurs promesses. Voilà. C'est vrai que ça fait partie des volontés aussi au moment où on a créé les ruchers créatifs, c'est qu'on s'est rendu compte de tout ce qui existait sur le territoire, souvent assez peu connu. C'est-à-dire qu'il faut être dans les bons réseaux, au bon endroit, pour savoir qu'il y a tel événement à tel moment, à tel endroit. Et dans le projet du rucher, il y a aussi une volonté de relayer les actualités et les événements locaux pour mieux les faire connaître. Parce que créer une conférence avec un super intervenant, une super intervenante, s'il n'y a personne et pas la remplir, c'est super décevant. Donc c'est aussi nous notre rôle de se dire on veut faire savoir, faire connaître, pour que ces événements-là se développent et soient de plus en plus nombreux, pour se donner aussi à nous. En fait, le challenge, il était de se donner envie à nous-mêmes de rester sur ce territoire. Oui. Et puis plus tu réussis à faire venir des gens, plus tu as de chance d'en faire venir d'autres de qualité encore derrière. Ce que je fais aujourd'hui avec toi, je veux dire, plus j'interviewe de personnes, plus ces interviews-là sont vues et partagées par des gens qui ont aimé la page et qui se sont abonnés, plus on a de chance de pouvoir faire venir ensuite, comme je t'ai dit, peut-être des gens d'envergure nationale, etc. Ok, très bien. Et donc, du coup, tu es revenu ici avec potentiellement l'appui des collectivités pour créer ton projet, puisque je pense que c'est un vrai enjeu, un vrai sujet. Tu voulais être en centre-ville. Bon, moi, je connais les locaux, il y a un petit peu de mètres carrés.
Ça implique forcément de l'investissement en termes d'argent, en termes d'équipe. Ça aussi, c'est de l'argent. Est-ce que tu as pu compter sur, je sais pas, notre euh, vie politique Mmh. troyenne? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment Ouais. c'est perçu? Comment tu es accompagné là-dedans? Alors, enfin, déjà, vraiment, je suis pas seule, donc ça, c'est important. C'est que le Rucher Créatif, c'est une association, donc ça veut dire qu'on a à la fois qu'on a cofondé ce projet à plusieurs personnes et puis depuis la création du Rucher Créatif, il y a un conseil d'administration bénévole, donc là, ils sont 10. Ça veut dire que ce sont des personnes bénévoles qui s'investissent investissent en temps, hein, pour soutenir le rucher, amener leurs compétences et leur temps pour qu'on prenne ensemble des décisions stratégiques. Les décisions du quotidien, c'est nous l'équipe, mais les décisions stratégiques, on les travaille avec le conseil d'administration. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment un projet collectif, donc il y a aussi des bénévoles. Toute la programmation qui a lieu plusieurs fois par semaine, les intervenants sont bénévoles. Donc ça, c'est aussi un fort soutien de personnes du territoire, de passionnés, d'entreprises, d'associations qui viennent parler de leur sujet et se faire connaître aussi au rucher. Au moment de l'expérimentation, donc fin 2017 dont je parlais, avenue Pierre Brossolette, hein, on a été vraiment autonome. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bénévolat, beaucoup de partenariats techniques, de dons, etc. On a quand même fait une centaine d'événements sur 3 mois, gratuits, voire voilà, 5 euros, quelque chose comme ça de participation. C'est un moment où on a eu 400 adhérents. Donc il y a eu beaucoup de soutien et un fort entrain en fait pour le projet. Mhm. Et c'est en fait suite à ces 3 premiers mois et vraiment on a montré ce qu'on voulait faire, quelles valeurs on avait envie d'inculquer et quels sujets on avait envie d'aborder, que là le soutien effectivement de Trois Champagne Métropole s'est Oui, manifesté. Ça parce a qu'ils se sont été, dit que c'était viable et que ça pouvait être pérenne. en tout cas, oui, et ils se sont dit que c'était un enjeu pour le développement du territoire, à la fois sur l'aspect social, lien social, mais aussi économique. Donc nous, on travaille avec Trois Champagne Métropole, d'ailleurs de mieux en mieux, c'est vraiment une collaboration qui s'est renforcée d'année en année, et on travaille très bien avec la métropole maintenant. C'est un vrai enjeu pour les tiers-lieux, souvent qui émergent de citoyens hein, qui ont évidemment leurs activités professionnelles, mais d'un collectif. C'est comment après le projet se pérennise avec les acteurs du territoire, les entreprises, les associations et les collectivités. Et je crois que nous, on a bien avancé là-dedans. Donc on travaille bien avec Trois Champagne Métropole, avec le conseil départemental, la région, l'État, voilà, vraiment tous les niveaux possibles. Et puis voilà, on a aussi des entreprises qui nous soutiennent depuis le départ, soit financièrement, soit techniquement, parce que c'est un lieu à la fois pour entrepreneurs, entrepreneuses individuelles. On a beaucoup de salariés à distance. On a des entreprises qui viennent utiliser nos salles pour des réunions, des entretiens de recrutement, par exemple, ou des journées de cohésion. Les associations peuvent faire la même chose. Et puis, on est aussi un outil pour parler des différents sujets Mhm. dans le cadre de la programmation. Et puis, on offre aussi, on propose des outils de formation, donc tout ce qui est monté en compétences, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut s'intéresser aussi au rucher, tout comme une association, pour faire monter en compétences ses salariés, etc. Et puis, Ok. on travaille aussi à la montée en compétences des demandeurs et demandeuses d'emploi. Donc, on Ouais, couvre des champs c'est vraiment très diversifié. exactement très larges, ce qui font que on travaille bien avec, sur le sujet voilà, de l'insertion, de l'inclusion numérique, hein, le sujet des personnes qui ne savent pas se servir d'outils numériques, c'est un sujet qu'on couvre Mhm. beaucoup. Voilà, c'est ce qui fait qu'on travaille bien aussi avec les collectivités locales. Ok, super. Écoute, je t'ai entendu dire au tout début du podcast que par rapport à ton parcours perso, tu étais plutôt sur accompagner les gens à savoir vendre, à créer une force commerciale, que la problématique des entrepreneurs que tu rencontres, notamment dans le cadre de l'accompagnement, c'est comment je fixe mon prix et du coup, j'imagine comment je me vends finalement, ou comment je vends mon produit. Sache que si jamais tu as besoin de renfort sur ces sujets-là, nous, c'est quelque chose qu'on traite évidemment beaucoup sur les différentes activités dont je m'occupe. Donc, n'hésite pas, je pourrais à l'occasion, bénévolement, j'ai bien entendu, Intervenir. intervenir voilà, pour des Mm. entrepreneurs qui le souhaitent. Merci pour ta proposition, parce que c'est important que je le précise. Effectivement, nous, le Rucher, on est vraiment un lieu d'orientation et d'aiguillage. On travaille très bien aussi avec les autres structures d'accompagnement à proprement parler du territoire, comme la Chambre de commerce ou la Technopole. Donc on oriente, on a des personnes qui étaient chez nous, résidentes, puis qui maintenant sont résidentes à la Technopole ou au phare, par exemple. Mhm. On a des personnes du phare qui viennent chez nous. Donc on travaille vraiment bien avec les autres outils du territoire. Et effectivement, on a besoin de travailler aussi mieux avec des entreprises et des experts sur des sujets un peu plus techniques, donc avec plaisir. Et puis c'est un appel aussi à d'autres structures du territoire s'il y a des interventions à proposer, on est vraiment preneur. Ouais. À la Technopole, la dernière vidéo qu'on a sortie voilà, juste avant de te recevoir. Donc, j'imagine qu'ils regarderont la nôtre et qu'ils la partageront J'espère. à la suite. Ok, super.
Et aujourd'hui, combien d'adhérents? Puisque tu me disais 400 adhérents après 3 mois d'activité. Aujourd'hui, le Rucher, c'est combien de personnes? Alors aujourd'hui, le Rucher, donc je disais, il y a 10 personnes bénévoles au sein du conseil d'administration, on est 6 salariés. Ok. On accueille par an 9 jeunes en service civique, donc ce sont des jeunes qui ont moins de Et je 26 les ai ans. croisés la dernière fois que je suis venu, hein. Ouais, qui Ouais. travaillent beaucoup à l'accueil. Ils ont un petit badge service exactement. civique. Ouais. Et ça, c'est vraiment une mission importante pour nous aussi, c'est d'accompagner ces jeunes qui sont souvent en situation de décrochage scolaire vers le fait de retrouver un sens à leur parcours et la suite de leur parcours, Ouais, et je puis évidemment comprends. confiance en eux, etc. Là, on est en tout début d'année, donc on vient de commencer la campagne d'adhésion 2025, donc on a une centaine d'adhérents, et c'est vrai qu'il y a un enjeu. On a vraiment, ça a été très dur au moment du Covid, et nous, on a traîné les effets du Covid pendant plus de 2 ans. Donc là, on commence depuis, voilà, il y a une année à peu près où on a retrouvé à peu près une activité normale. Donc voilà, on espère développer notre nombre d'adhérents en 2025. Et puis surtout notre nombre de partenariats associatifs et entreprises. Donc là, il y a un vrai enjeu à... En fait, on constate que sur le territoire, les gens, ils ont déjà entendu parler du rucher créatif. Donc moi, l'invitation, c'est à pousser les portes déjà, pour comprendre ce qui se passe, visualiser. Découvrir aussi la cantinétique, qui est un pilier vraiment très fort du rucher. Donc la cantinétique. Ouais, donc ça, la cantinétique, c'est la cantine du rucher créatif. Donc on est 2 structures complètement différentes. Ils font partie de l'association Aurore, anciennement le foyer au bois. Donc c'est de l'insertion par l'activité économique. Donc les personnes qui travaillent là sont en insertion. C'est une carte c'est un menu qui change toutes les semaines, avec des produits un maximum en circuit court, donc bio, local, de saison, et végétarien. Et donc on peut venir manger sur place, alors évidemment prendre un café le matin, un petit déj et un café l'après-midi, manger au moment du déjeuner, et puis ils font du traiteur zéro déchet aussi. Donc ça c'est super intéressant parce que ils le font pour nous quand on a des locations de salles, on peut proposer des plateaux repas ou des prestations au traiteur. Et puis ils livrent aussi sur toute l'agglo pour cocktail de fin d'année, déjeuner d'affaires, voilà, apéro avec des bénévoles. Ça rejoint ta volonté d'écologie dont tu parlais tout à l'heure. Bon, moi, je suis passé la dernière fois, j'ai surtout senti une très bonne odeur de gâteau. Chocolat, ouais, tous les lundis. C'est dur d'y résister. Voilà, donc le lundi, c'est ça. Donc le lundi, gâteau au chocolat au rucher créatif à la cantinétique, n'hésitez pas, il sentait très très bon. Super. Donc aujourd'hui, votre objectif, c'est de remonter en termes de nombre d'adhérents. Et du coup, tu me parles des effets du Covid. Est-ce que suite au Covid, il y a eu beaucoup d'auto-entrepreneurs qui étaient adhérents qui ont disparu? Ou est-ce que c'est suite au Covid et du fait d'avoir été enfermés chez eux, ils ont finalement opté pour sédentariser leur entreprise et donc ils ont aménagé confortablement, on va dire, leur domicile et ils ne viennent plus? Qu'est-ce que tu penses finalement? Est-ce qu'ils ont disparu et auquel cas il faut attendre finalement une nouvelle génération d'entrepreneurs et qui vont venir du coup automatiquement au rucher? Puisque de toute façon, en termes de coworking, je ne crois pas qu'il y ait d'alternative en termes d'espace de vie, de coworking. J'ai rien qui me vient en tête, peut-être qu'il y en a. Il y a d'autres espaces plutôt partagés du coup sur le territoire, mais effectivement, après d'ailleurs, il faut qu'il y en ait. Je pense que c'est important parce que nous, on est un lieu en plein centre-ville. Voilà, on vient surtout pour le lien et puis du coup, par exemple, il n'y a pas de nature autour de nous. Quand quelqu'un a besoin et veut travailler dans la nature, il va s'éloigner, il va aller plus loin dans l'agglo, par exemple. Je pense qu'il faut une diversité d'espaces de coworking sur un territoire comme le nôtre. Mais effectivement, voilà, nous, c'est vraiment cet aspect de connexion. Et puis, pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des personnes qui étaient à leur compte, qui se sont réorientées vers le salariat, pour des raisons de sécurité aussi, parce que quand même le contexte économique au moment du Covid, plus les crises précédentes et le contexte actuel. Ce que j'allais dire, depuis, ça ne s'est pas amélioré drastiquement. Font qu'il y a vraiment un sujet de se reposer la question du salariat. Et puis en même temps, effectivement, il y en a qui ont eu le temps de réfléchir, de se poser et puis de se lancer. Il y a quand même des dispositifs intéressants d'accompagnement à la création reprise d'entreprise sur le territoire. Il y en a quelques-uns qui sont au sein du rucher créatif, comme BGE, comme Synercoff, qui est une coopérative d'entrepreneurs. Donc, on fait aussi connaître d'autres manières d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre en restant salarié au sein d'une coopérative, par exemple. Donc, c'est intéressant de faire les couveuses ou les incubateurs qu'on a à Technopole. On fait connaître ce qui existe sur le territoire, donc on oriente beaucoup. Donc ça, je pense que c'est important. Et après, il y a quand même une autre tendance qu'on observe. C'est des personnes qui étaient salariées, qui restent salariées, mais qui ont fait évoluer leurs conditions de travail. Et qui sont par exemple partis vivre en province, en restant salariés, du coup à distance, qui viennent s'installer au rucher pour être dans un cadre professionnel de travail et qui se rendent à leur siège régulièrement. Le fameux télétravail.
Et donc, oui, oui, j'en connais, bah, notamment ma compagne qui a pu négocier avec son cabinet parisien d'être au moins 3 jours par semaine en télétravail. Et, oui, oui, donc c'est un vrai sujet. Et ça, aujourd'hui, ça représente sur le nombre de personnes que vous avez une part significative, ces salariés qui sont à distance de leur entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez augmenter en termes de volume? Alors aujourd'hui, enfin, il y a un moment, c'était la moitié de nos résidents, hein. Ok. Et là, ils sont 2 ou 3 à être sur ce format-là. Alors nous, on n'a pas forcément d'ambition d'augmenter plus ou moins. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une diversité dans les Oui, résidents pour qui les sont chez échanges nous, qui en en découlent. termes d'âge, de métier, de parcours, de statut, forcément, effectivement, par rapport aux échanges. On a eu aussi beaucoup de suivi de conjoints, c'est-à-dire qu'effectivement, des personnes où le conjoint a été embauché à 3, le conjoint ou la conjointe suit, soit reste en salariat en télétravail, soit se lance à son compte et du coup veut pas être seul. Il y a vraiment une notion, et on a des entreprises qui nous appellent en disant j'ouvre une agence à 3, j'ouvre Et le une temps de filiale à trouver les 3, bureaux, j'ai un machin. premier salarié ou une première salariée, je cherche un local pour il ou elle. Alors c'est pas forcément le temps de développer, c'est parfois bah, j'ai qu'une seule personne, moi mon équipe est, j'en sais rien, à Auxerre, à Sens, mais j'ai une personne qui habite à 3, donc moi en tant qu'entreprise, je vais venir lui payer son espace de travail, son coworking, dans un lieu où bah, il y a d'autres personnes qui travaillent autour, et puis nous on a la fibre, et puis nous on a le siège qui va bien, la table qui va bien, et par rapport à l'installation à la maison, c'est quand même une vraie valeur ajoutée pour le salarié ou la salariée. Notamment la connexion internet, et puis d'avoir le café au même endroit, etc. C'est intéressant. Donc c'est l'employeur qui va venir payer l'abonnement mensuel au bureau pour le salarié ou la salariée. Donc ça c'est lui un évite format d'être qui se développe. isolé. Ouais, Ok. exactement. C'est vraiment une ambiance de travail et en même temps une ambiance où bah, voilà, on prend un café et tous les mardis il y a un café des résidents. Donc ça veut aussi dire qu'il y a des moments de contact et de socialisation Convivialité, qui ouais. sont prévus. Ok, super. Finalement, en fait, vous êtes amené à toucher tous les publics, les grosses entreprises pour leurs salariés à distance, les gens qui viennent s'implanter, les entrepreneurs, les intrapreneurs, les... Ouais, C'est ou top. tu vois, là, on avait une agence d'intérim qui a été présente chez nous pendant plusieurs mois parce que leurs locaux étaient en travaux. Donc, on a aussi des formats où, en fait, alors ça nous est arrivé plusieurs fois d'ailleurs dans la vie du Hocher, il y a 3 mois de travaux, l'équipe est déjà en place, elle ne va pas bouger en taille. Par contre, on a besoin d'un espace de travail parce que bah, il faut rebouger tout le monde ne veut pas être en télétravail. Et puis on veut pas repayer Internet et rouvrir les lignes et naninana, et on arrive au Rucher, tout est prêt en fait. Nous, on loue l'espace avec la connexion, etc. notamment. Donc il n'y a pas besoin de rouvrir les contrats pour une durée limitée de travaux, par exemple, pour une structure locale. J'entends. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui qu'on aurait à nouveau plus de gens qui viennent pour entreprendre? Parce que moi, c'est quand même un vrai sujet aussi aujourd'hui, puisque dans les activités que j'ai, que ce soit dans l'immobilier ou dans le courtage en crédit ou la gestion de patrimoine, on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont en fait à leur compte et rémunérés en fonction du chiffre d'affaires qu'ils arrivent à générer. Et donc qui sont dans la même configuration que toi pour beaucoup d'entre eux, dans une forme de questionnement sur le salariat en face, et notamment en début de parcours, jusqu'à avoir réussi à créer une activité suffisante pour que ça leur assure finalement une rémunération, parce qu'ils ont su Se développer, se faire connaître et reconnaître, recommander, hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, en parallèle, le salariat, c'est toujours cette idée de se dire je me mets en sécurité et j'arrête finalement de stresser. Je dis pas qu'un salarié stresse pas, mais c'est pas la même chose. En tout cas, le stress normalement doit s'arrêter quand on quitte le lieu de travail. Normalement, voilà. Mes gestionnaires, s'ils m'entendent, ils doivent se dire bah ce serait bien que ça nous arrive aussi. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Et donc aujourd'hui. Moi, j'ai pensé avec le Covid, avec beaucoup, tu sais, le freelancing qui s'est développé, le fait qu'on externalise beaucoup pour nous, société, des choses comme parfois le marketing. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque derrière la caméra, nous, on a Johanna qui est au marketing chez nous, mais je veux dire, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont externalisé ces choses-là, le marketing, la partie recrutement RH, la comptabilité, etc. Tout ça, il y a plein de choses en freelancing. Et donc, je me suis dit, bah, du coup, ça va boomer de fou, les gens qui veulent entreprendre et puis être finalement grâce à leurs propres compétences. D'ailleurs, j'ai eu une collaboratrice ici qui était assistante, qui s'est lancée comme assistante administrative à son compte. Voilà. Et donc,
Bah, ça marche, on voit des gens entreprendre, mais on voit quand même beaucoup de gens qui restent sur, le CDI, c'est la sécurité, c'est le Graal. Et puis bon, les banques jouent leur rôle aussi là-dedans, hein, puisque, Bien sûr. pour être courtier en crédit, on le voit bien, quand vous êtes indépendant, c'est pas, toujours évident de se faire financer, sans montrer patte blanche. Ça veut dire, 2-3 bilans, Mmh. qui sont plutôt des bons bilans si Mmh. possible et avec des perspectives, certaines dans l'avenir de son boulot, ce qui est pas évident à avoir en ce moment. Pour personne, hein, par contre. Voilà. Pour les boîtes, ouais. Et donc, qu'est-ce qui manque? Comment on peut faire pour que les gens se sensibilisent à l'entrepreneuriat, viennent plus nombreux créer des sociétés au rucher et offrir de la valeur en fonction de ce qu'ils savent faire, soit des produits, soit des services, et potentiellement peut-être se lancent aussi dans des activités comme les miennes, d'immobilier, de courtage, de financement. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu as besoin de plus de gens comme moi qui viennent sensibiliser? Est-ce que tu as besoin qu'on communique plus sur ce que c'est finalement? Et puis, parce que souvent les gens, l'entrepreneuriat, alors il y a le risque financier, et en face, ils mettent la liberté. Mmh. Sauf que la liberté, très sincèrement, ça veut tout dire et rien dire, parce que la liberté, pour beaucoup, c'est la liberté de faire ce que je veux. Et quand c'est la liberté de faire ce que je veux, c'est la liberté de rien faire. Et malheureusement, l'entrepreneur, il est souvent pas libre avant un Ouais. certain temps. En tout cas, c'est la réalité de celui qui veut vraiment en vivre. C'est qu'il s'astreint à des contraintes qu'il choisit, mais des contraintes quand même et nombreuses en début d'activité jusqu'à ce qu'il réussisse à, bah, comme je te disais tout à l'heure, à gagner sa vie, donc Mmh. d'être connu, reconnu, recommandé. Donc la liberté, en fait, tu l'as en milieu de parcours d'entrepreneur, pas au début. Ouais, moi, je crois que tu l'as éventuellement sur l'organisation de ton temps, mais en fait, quand tu dépends des clients, bah, à un moment, on dépend toujours de enfin, de quelqu'un, d'une interaction humaine et financière, hein. Donc, effectivement, alors moi, je crois qu'il y a plein de leviers. Pour moi, un des leviers, c'est de sensibiliser assez tôt dans le parcours des jeunes. Mm. C'est-à-dire que je pense que aller témoigner dès presque le collège pour parler de, en fait, créer son entreprise ou reprendre une entreprise, qu'on en parle assez peu de la reprise, c'est possible et ça donne ça. Et donc faire témoigner les chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise, il faut qu'il ou elle trouve du temps, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, donc au collège, au lycée, puis dans les parcours après. Parce que souvent, on se dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, on parle d'un métier, mais enfin, entrepreneur, c'est presque un métier en plus du sujet sur lequel on travaille, hein. Mm, Donc mm. pour moi, il y a ça. Ouais, apprendre à gérer sa boîte, c'est quelque Ouais, chose. ouais. Je pense qu'il y a vraiment une notion de rassurer sur l'aspect justement de tout l'écosystème, de tous les accompagnants qui existent, que ce soit déjà quand on est un demandeur d'emploi, mais aussi déjà à son compte. Il y a quand même tout un écosystème de structures qui accompagnent, que ce soit des banques, des assurances, enfin sur le sujet de l'immobilier, ça nécessite aussi un Mm, réel mm, mm. accompagnement, ceux qui en ont besoin. Mais il y a les chambres de commerce, les chambres des métiers, etc. Donc ça, il y a un gros écosystème. Et dans l'Aube, pour avoir animé ces acteurs pendant 4 ans, c'est vraiment des acteurs qui se connaissent bien, qui communiquent bien et qui vont bien orienter des entrepreneurs de l'un vers l'autre. Donc ça, c'est Mhm. un super important. Moi, je pense, j'en suis convaincue que le rucher créatif ou des lieux de coworking sont importants pour justement pas être seul. Parce que la solitude, c'est vraiment, ça pèse sur les humains, mais ça pèse encore plus dans le cadre professionnel, je trouve. Donc pour moi, ça, c'est déjà 3 leviers super importants. Il y a un quatrième levier dans tout ça qui me semble essentiel, c'est qu'en fait, je pense qu'il manque un peu de questionnement parfois sur, en fait, je veux vraiment faire quoi en étant à mon compte? Qu'est-ce que je veux vendre? Comment je veux le vendre? Et puis, quel temps je veux y consacrer? Mm. Et puis ça, c'est des calculs, hein. Combien de baguettes de pain je peux produire en 1 heure et combien je dois vendre de baguettes de pain pour me payer à la fin du mois? Ouais, Oui, ça mais il c'est faut clair. penser à l'épargne, aux jours de congé et aux éventuels jours de maladie. Ça, c'est un Puis calcul c'est une que... éducation que les gens n'ont pas en Ouais, règle générale. ouais. L'éducation, alors tu parlais de gérer sa boîte, c'est presque un métier, en plus de ce qu'on fait finalement, du métier qu'on veut faire, enfin de Mm. l'entrepreneuriat dans lequel on se lance. Je sais pas, si je veux faire du marketing, il faut que je sache communiquer, d'accord. Oui, toi, tu es dans l'immobilier, il Mais y a le sujet voilà, d'être un bon bon agent, agent et puis il y a immobilier. le sujet de gérer la Ouais. boîte, manager, hein. Il y a gérer la partie de gestion, mais il y a aussi les humains, et ça, c'est d'une richesse et d'une complexité énorme, quoi. Puis apprendre à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Quand on a toujours été salarié toute sa vie, bah, finalement l'équilibre il se fait malgré soi, quelque part, dans le sens où tu as vendu ton temps et que tu sais qu'entre 9 h et midi et 14 et 18 h, de toute façon, tu es à l'entreprise. Et le reste du temps, c'est là que tu dois aménager ta vie personnelle. Alors que une fois que tu es entrepreneur, bah, c'est facile. Et moi, je l'ai vu parfois dans les couples.
de dire: «Bah, toi, c'est bon, tu peux organiser ton temps, donc c'est toi qui vas chercher l'enfant, c'est toi qui le Mmh. dépose, c'est toi qui dois gérer tel rendez-vous, médical ou» et au final, on se retrouve parasité, je dirais, dans son quotidien d'entrepreneur par sa vie personnelle, parce qu'on n'arrive plus à aménager des choses qu'on arrivait à gérer quand on avait la Quand le contrainte. cadre était plus Bah, clair. voilà, quand on avait la contrainte et qu'on se disait: «Bah, en fait, non, là, je peux pas parce que de toute façon, je suis à l'entreprise». Et on se permet finalement, en tant qu'entrepreneur, des choses qu'on ne se permettait pas en tant que salarié et au détriment de sa réussite professionnelle. Et on en fait le bilan 6 mois ou 1 an après, souvent quand la RE s'arrête, puisque tu le sais, je pense, puisque vous travaillez avec les partenaires, comme tu disais, et aujourd'hui, c'est la chance qu'on a en France, c'est qu'on peut entreprendre avec le sponsoring quelque part de l'État pendant 2 ans, de se dire, bah, j'ai mes droits de retour à l'emploi qui se poursuivent malgré mon lancement d'activité d'entrepreneur. Donc tout le temps que je mets pendant 2 ans, si j'ai 2 ans de droit, à générer de la richesse dans mon entreprise suffisamment pour pouvoir me Mmh. payer, j'ai l'ex-Pôle emploi, France qui voilà, Travail, France ouais. Travail, qui est là derrière pour, me soutenir grâce à mes droits. C'est Heu, essentiel dans la dynamique d'entrepreneuriat en France, hein. C'est-à-dire que ce temps-là de réflexion sur je veux vendre quoi, comment, et cetera, combien, c'est ce temps-là où une fois enfin, pour des personnes qui étaient en salariat, qui ont quitté le salariat et lancent leur entreprise, c'est un sas de sécurité mmh, et c'est vraiment un soutien à l'entrepreneuriat en France. Clairement, les gens qui sont dans cette situation-là se bougent, hein, pour, créer des revenus le plus vite possible. c'est Hem court, hein, et c'est et en long même et temps, court ça à peut la être fois. court, C'est-à-dire effectivement. que, Ouais. voilà, le problème qu'il y a, c'est que on s'aperçoit souvent de l'échéance un peu tard, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Et ouais. parce qu'il y a un manque peut-être, et nous on le voit, comme tu disais, on forme les gens à être agents immobiliers ou courtiers ou gestionnaires de patrimoine, mais il faut aussi les former à gérer leur entreprise, il faut Mmh. les former à gérer l'argent qu'ils vont générer grâce à cette entreprise, et il faut garder un œil sur le compteur en disant attention, il reste 1 an, il Mmh. reste 6 mois, et est-ce que tu as su créer ton récurrent, parce que tu as fait les efforts nécessaires, dans la création de ton entreprise, le Mmh. marketing de ce que tu fais, le relationnel que tu as créé, et cetera. Donc ouais, ouais, c'est pas évident. Mmh. Nous, on le voit, on le vit en tant que formateur juste pour les gens qui sont chez nous. J'imagine que toi qui touches du coup à beaucoup de, personnalités, parcours et ambitions différentes et produits différents, et cetera, c'est encore pire parce que vous devez jongler avec, des problématiques qui sont, bah, très personnelles et puis, Oui, après la différence, c'est que toi, vous formez en direct et nous, on oriente, on aiguille et on met en relation. Donc les personnes ont une grande autonomie puisqu'elles sont mmh, à leur compte à un moment. Et du coup, voilà, on est plutôt là pour, rassurer, mettre en lien, mais on n'accompagne pas à proprement parler, ce qui est une petite différence, enfin, c'est une grosse différence quand même. C'est-à-dire qu'on ne porte pas la responsabilité de la personne, mmh, mais on a quand même envie que ça se passe bien pour cette ouais. personne et ce Nous, c'est vrai ouais. que, ouais, on partage leur succès et en même temps leur échec, et on le vit, et forcément beaucoup plus personnellement, parce que si on a dit: «Viens, monte dans le bateau avec Exactement. nous», et pendant 4 mois, parce que c'est la formation initiale dure 4 mois, et après il y a évidemment la formation continue pour, parce que dans des métiers comme les nôtres, tout change Mmh. constamment. Mais je veux dire, en 4 mois, on estime que les gens sont capables, d'avoir mis la machine en route et de commencer à gagner de l'argent avec ce métier. Et quand on n'y arrive pas, on se dit: «Bah, où est-ce que je me suis planté?» Mmh. Oui, alors que nous, du coup, la temporalité, elle dépend des personnes. Mmh, Il y a peut-être des personnes qui un jour retourneront au salariat. C'est vrai qu'il y a une telle diversité que c'est plutôt du cas par cas. Et puis les personnes qui sont là s'aident beaucoup entre elles. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent au rucher créatif. Donc nous, on n'est pas au courant. Et c'est presque même ça l'objectif. C'est super parce que ça veut dire que nous, on met en place des conditions favorables pour qu'il se passe des mmh, choses. Il y a des collaborations qui se créent. Il y a des moments professionnels, personnels. Et c'est ce qui est super chouette. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, parce que ça faisait partie du quatrième pilier qui me semblait important, c'est bien se préparer et questionner justement son environnement et son entourage. Parce que ça peut être à son compte dériver dans un sens de dire ah, je suis super flexible, effectivement c'est moi qui vais amortir par exemple la charge familiale. Mais ça peut être aussi dans un autre sens, ah bah du coup je peux bosser jusqu'à 2 h du mat, parce que de toute façon j'ai un rendez-vous client demain matin à 8 h, oui, il faut que j'aille jusqu'au bout, donc les limites sont effectivement à se poser avec soi-même. Et puis après, il y a aussi beaucoup de personnes qui créent leur entreprise parce qu'elles n'ont plus le choix. C'est-à-dire que voilà, il y a un panel très large mmh. de pourquoi les gens créent leur boîte. Oui, Parce que parfois, quand je on arrive au bout n'arrive de pas ses à doigts, retrouver, voilà, je c'est n'arrive pas à bon. retrouver, et oui, oui, j'ai eu ce Mm, cas aussi de dire, bah, voilà, j'ai cherché dans ma branche pendant un certain temps, et
le marché de l'emploi est ce qu'il est, et puis on a beau être dans une région qui est, comme tu dis, de taille moyenne plus, on est confronté à des problématiques sur certains secteurs d'activité, et les gens cherchent en vain, et s'ils ne sont pas mobiles, l'issue parfois peut être, la seule issue peut être de dire je crée quelque chose. Mais est-ce que c'est un bon moteur pour créer sa boîte? Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Il faut vraiment que ça s'accompagne d'autres choses. Oui, exactement. Exactement. Mais bon, tu as parlé d'un sujet important, c'est la mobilité. C'est vraiment une problématique forte dans l'Aube. Il y a un sujet aussi qui n'est pas forcément aidant pour la création d'entreprise, c'est la garde d'enfants. Je pense notamment aux femmes seules qui créent leur entreprise. Ça, c'est vraiment un frein sur lequel le territoire a besoin d'évoluer. Alors, tous les territoires sont concernés, mais c'est un sujet qu'on porte beaucoup en tant que de femmes liées au monde de l'entreprise, parce que moi je suis maintenant salariée du Rucher Créatif, mais effectivement je côtoie pas mal de femmes à leur compte. On travaille très bien avec l'association Créer comme elle aussi, donc c'est vrai que c'est des sujets qu'on aborde beaucoup, le sujet de la garde d'enfants, qui souvent pèse plus sur la femme que l'homme, et il y a beaucoup de femmes seules aussi qui créent leur entreprise. Donc ça c'est un frein important, et puis il y a un frein aussi, c'est le sujet de la compétence. C'est-à-dire que le pilier de la formation, c'est un pilier essentiel aussi. Tu le disais, vous, vos métiers évoluent, tous les métiers évoluent fortement. Donc c'est comment aujourd'hui, je fais un petit constat sur moi-même en fait, à la fois quel métier je veux faire, mais qu'est-ce qui me manque aussi comme compétence. Donc là, il y a des outils pour ça. Soit quand on est accompagné, soit quand on est à son compte. Le CPF est un outil de formation. Alors, on ne cotise pas quand on est à son compte, notamment en tant qu'entrepreneur, mais on a peut-être acquis des droits avant. Il y a d'autres aides. Il y a des aides sur plein de sujets. L'association Perspective Numérique 10, tous les mois, faire des permanences sur les sujets numériques pour les entrepreneurs, au Rucher Créatif, justement. Donc, en fait, se renseigner et rencontrer les bons dispositifs, ça peut aussi être clé dans son parcours de création d'entreprise. Parce que quand on vend un truc, on n'a pas forcément envie de gérer le sujet de son site internet, par exemple. Et il y a des acteurs qui peuvent accompagner. Oui, et il y a apprendre à déléguer et à déléguer aux bonnes personnes, c'est aussi quelque chose de pas évident au départ. Et puis il y a des dispositifs où c'est pris en charge, donc c'est ça qui est super important. Oui, il y avait un chèque numérique pour les entreprises, etc. Tout à fait. Et donc voilà, le sujet vraiment, moi, de la formation et il y a beaucoup de ressources qui existent. Nous, là, on a lancé une plateforme de formation en ligne aussi. Donc, la flexibilité que la formation offre aujourd'hui, de dire je peux prendre 1 heure par jour, je me forme au sujet qui me manque dans ma structure ou dans mon projet entrepreneurial, est super important. Et quand on a créé sa boîte, qu'on a peut-être même développé, on a développé une équipe, on a des salariés, il ne faut pas oublier ce temps de formation. On a souvent tendance à l'oublier. Oui. On pense à l'équipe, le plan de formation, et puis soi-même, on l'oublie. Et pour ça, il y a des outils qui existent. Alors, se faire former, se faire coacher, il y a des formations en ligne. Et puis, il y a des réseaux aussi qui travaillent à la formation et à la montée en compétences. Donc, il y a plein de ressources. Et à 3, la force, c'est cette proximité. On a reçu ici des coachs. Je pense à Audrey, par exemple, que tu connais peut-être. Oui, qui a travaillé aussi dans des projets Rucher. Ouais. Ok, super. Tu as évoqué rapidement la reprise d'entreprise en disant que c'était aussi une des sensibilisations. Alors tu parlais dès le collège, inciter les jeunes à réfléchir à entreprendre ou à racheter des entreprises. Ici j'ai reçu Georges Bell, que tu connais, président de la CMA, qui me disait il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment dont en fait il y a beaucoup d'entreprises de manière générale. On parle du papy boom, on parle du fait que nous par exemple dans le volet gestion de patrimoine, on va devoir gérer des transmissions au cours des 10 prochaines années, dont le volume va être nettement plus important qu'au cours des 30 dernières. Parce que y a cette richesse qui a été créée. Les transmissions, c'est les transmissions du patrimoine, donc financier, mais aussi immobilier, et professionnel des gens qui vieillissent. Et donc, Georges me disait, les entreprises du bâtiment, c'est pareil. En fait, il y a beaucoup de patrons d'entreprises qui vieillissent et puis qui peinent à trouver des repreneurs parce qu'il faut que ce soit des gens qui soient passionnés par le métier en question ou en tout cas au moins compétents dedans, et c'est pas évident. Vous avez des entreprises qui sont ruchées en quête peut-être de repreneurs. Il y a un microcosme aussi là-bas ou pas du tout. Alors c'est un microcosme qui est très compliqué parce que Georges l'a peut-être dit, mais le sujet souvent c'est ils peinent à trouver des repreneurs, mais ils peinent aussi parce qu'ils n'ont pas communiqué assez tôt. C'est-à-dire que souvent les boîtes qui cherchent à être reprises attendent un peu le dernier moment avant de clôturer, avant de partir à la retraite, etc. Et c'est souvent trop tard parce qu'une transmission, une reprise, du coup, ça se prépare. Et il y a vraiment un changement. Exactement, il y a vraiment un changement de culture à opérer. Et la chambre des métiers et la chambre de commerce
peuvent accompagner les entreprises en place vers une transmission, mais il faut en parler pour ça, quoi. Et il faut se mettre en réseau. Donc, Et pas juste que ton comptable t'ait dit si tu Ouais. vends maintenant, tu as l'exonération Exactement. parce que t'es pas loin d'être en retraite et il faut y aller, quoi. Et là, du coup, en général, enfin, c'est dommage, c'est une vraie perte de savoir-faire et une perte de transmission. Enfin, reprendre une boîte, c'est super intéressant. Alors, on a eu des cas comme ça, de personnes qui disaient, bah, moi, je cherche un repreneur ou une repreneuse. On a plutôt eu des questions aussi sur le fait de s'associer. J'ai lancé un projet, je cherche à m'associer, comment je peux trouver. Mais alors ça, c'est vraiment une histoire de personne. C'est-à-dire que nous, on sait pas intervenir Oui, là-dessus, ça, hormis c'est sur le clair côté que humain. l'association, Et c'est, puis ça prend du temps. Par contre, le seul conseil qu'on peut donner, notamment pour s'associer, c'est de se préparer, c'est de signer des contrats. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment des choses, des prises de parole qu'on peut avoir, mais faire matcher des profils, moi, je l'ai vu, une hein, complexité. on est, aujourd'hui, sur l'ensemble des structures, 5 ou 6 associés différents, 6 associés différents, un septième qui est peut-être en passe de rentrée, etc. Et à chaque fois, c'est une aventure. C'est une aventure pour chaque personne, c'est une aventure pour chaque structure, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de... Alors bon, maintenant, on commence à avoir des statuts et des pactes en nombre suffisant pour se dire, tiens, il ne faut plus qu'on oublie ça, etc. Mais au départ, tu fais des erreurs. Et c'est des erreurs que tu peux facilement éviter si tu es bien entouré aussi. Il y a des gens ici très compétents. Moi, je travaille avec Julien Fromget, par exemple de SF Conseil, que tu connais peut-être, qui est notre avocat d'affaires, on va dire. Bon, voilà, je fais une publicité gratuite ici, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis des années. Quand on est avec des gens qui sont là dès le départ et puis qui connaissent aussi les problématiques personnelles de chaque associé futur, puisque tu peux faire un rendez-vous collectif et des rendez-vous individuels au cours desquels tu exposes tes problématiques personnelles et ta famille, par exemple, que tu veux être peut-être en sécurité, etc. etc. Donc, ouais, c'est quelque chose. Bah, écoute, sache que je serais ravi de venir pour tous ces sujets, participer. Et puis, en plus, le déplacement, je te facturerai pas le fait de traverser la rue. Merci, c'est sympa. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites partager? Là, maintenant, c'est ton temps à toi. Merci. Déjà, je veux te remercier. Ce que je n'ai pas fait, j'ai pas donné l'adresse du Rucher Créatif, parce qu'on est donc au 17 rue Colonel Drian, pas loin de la gare et pas loin de la Bourse du Travail, avec vraiment une invitation à pousser les portes pour un peu comprendre ce qui s'y passe. Donc, on est ouvert tous les jours de semaine, voilà, 8h, 18h. Et puis, on est ouvert un samedi par mois. Donc, le prochain samedi, c'est le samedi 1er février. Et c'est important pour nous de toucher plus de monde. On est ouvert parce que la cantine éthique est ouverte sous forme de cantine solidaire. Donc c'est vraiment un moment de richesse et de diversité. C'est un moment de portes ouvertes du Rucher. Il y a aussi des ateliers plutôt créatifs et numériques ce jour-là. Donc vraiment une invitation à pousser les portes du Rucher Créatif le 1er février. Ça ouvre sous ce format-là. Donc voilà. Et puis pensez à nous pour des locations de salles. Du soutien à l'initiative locale. C'est vraiment, nous, ce qui nous importe, c'est faire bouger le territoire le plus possible pour se donner envie de rester et puis donner envie à d'autres personnes de venir et puis donner les moyens aux personnes de se prendre en main et de faire évoluer leur vie et leurs projets pro et perso tel qu'il ou elle l'entend. Que ce soit entrepreneurial ou salarial, c'est important d'avoir cette diversité de toute façon. Vous avez une newsletter à laquelle je suis abonné qui donne voilà, les activités, enfin la programmation à venir, etc. À laquelle on peut s'inscrire facilement en allant sur le site internet, j'imagine. Exactement, c'est le-rucher-créatif.org. Il y a un petit point s'abonner à la newsletter, il y a toutes les infos dessus. On distribue le programme aussi tous les mois. Donc, s'il y a des commerces, par exemple, qui nous écoutent et qui ont envie d'afficher notre programme, c'est vraiment des coups de main qui sont chouettes pour nous, associations, pour mieux se faire connaître du territoire. Parce que c'est comme les événements qu'on soutient, c'est qu'on a besoin qu'il y ait du monde aussi chez nous. Puis, quand tu interviendras bénévolement pour le Rucher, c'est chouette qu'il y ait du monde qui vienne aussi. Ça donnera envie de revenir. Ça donnera aussi l'occasion de dire « Ah, la prochaine fois, j'aimerais bien entendre tel ou tel sujet. » Et donc ça, c'est cette émulation... Donc le 1er février, c'est noté, on mettra le lien du site du Rucher sous le podcast. Super, merci beaucoup. Merci Sidonie pour ta présence aujourd'hui. Merci Jocelyn pour ce temps. Et puis, je compte sur vous pour vous abonner, partager. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous avez des remarques sur ce qu'on s'est dit, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets. Voilà, je compte sur vous pour participer au maximum. À bientôt sur ce podcast. Au revoir. Au revoir.